23 mars 2021. Canal de Suez. Le vent du désert soulève un rideau de sable au-dessus de l'étroit passage artificiel reliant la Méditerranée à la mer Rouge. L'Ever Given, un géant de 400 mètres capable de transporter 20 000 conteneurs, s'engage lentement dans le canal. Une traversée ordinaire, de la routine. Mais en quelques heures, le monde va se figer. Le navire se met en travers. La proue s'encastre dans la rive orientale. La poupe bute contre la rive occidentale. Le canal est totalement bloqué. Derrière l'Ever Given, une file de centaines de navires commence à se former. Devant, même scénario. Le commerce mondial, artère planétaire pulsant des marchandises, valant des milliers de milliards de dollars, s'arrête brutalement. 10 milliards de dollars. C'est ce que l'économie mondiale perdait chaque jour de blocage. Le pétrole n'arrivait pas aux raffineries. L'électronique restait coincée en route vers l'Europe. Les pièces automobiles n'atteignaient pas les chaînes de montage. Les chaînes d'approvisionnement s'effondraient comme un château de cartes. Un seul navire. Un seul canal. 6 jours de chaos. Lorsque l'Ever Given fut enfin libéré, le monde poussa un soupir de soulagement. Mais économistes et logisticiens posèrent une question gênante. Et si cela se reproduisait? Et si demain les pirates somaliens devenaient plus agressifs? Et si l'instabilité géopolitique régionale fermait le canal pendant des semaines ou des mois? Le canal de Suez, c'est le goulot d'étranglement par lequel transite 12% du commerce mondial. 190 km de voies navigables artificielles creusées au XIXe siècle. Étroit, peu profond, saturé, vulnérable. Et s'il existait une autre route? Une route plus courte, plus sûre. Une route considérée pendant des siècles comme impossible, prisonnière des glaces, accessible seulement aux fous et aux pionniers. Une route qui devient aujourd'hui réalité grâce à des technologies que possède un seul pays au monde. Voici la route maritime du Nord, la route de la soie glacée du XXIe siècle. Un itinéraire capable de bouleverser tout le système logistique mondial. Et la Russie en détient la clé. Ouvrez une carte du monde. Tracez une ligne de Hambourg à Yokohama, via le canal de Suez. 21 000 km. 40 jours de navigation. Maintenant, tracez une ligne à travers l'océan Arctique, le long de la côte arctique russe. 13 000 km. 25 jours. 8 000 km de différence. Ce ne sont pas que des chiffres sur une carte. C'est de l'argent. Énormément d'argent. Un porte-conteneur moderne consomme environ 300 tonnes de carburant par jour. 15 jours d'économie représentent 4 500 tonnes de combustible. Au prix de 600 $ la tonne de fuel maritime, cela fait 2,5 millions de dollars d'économie sur une seule traversée. Un navire. Une traversée. Mais ce n'est que le début. Le temps, c'est littéralement de l'argent. Un porte-conteneur qui livre sa cargaison 15 jours plus vite peut effectuer davantage de rotations annuelles. C'est du profit supplémentaire. C'est un avantage concurrentiel. C'est ce qui pousse même les logisticiens européens les plus pragmatiques à regarder l'Arctique avec un intérêt non dissimulé. Le canal de Suez prélève des droits de passage. En moyenne, un gros porte-conteneur paie entre 300 et 700 000 $ pour franchir le canal. La route maritime du Nord facture elle aussi l'escorte par brise-glace, mais les économies de carburant et de temps compensent largement ces frais. Ajoutez maintenant les risques à l'équation. La piraterie au large de la Somalie. L'instabilité politique autour du détroit de Bab el-Mandeb. Les files d'attente à Suez pouvant durer des jours. Chaque retard se traduit par des pertes. La route maritime du Nord offre ce qu'aucune route méridionale ne peut garantir. Prévisibilité et sécurité. Pas de pirates en Arctique. Pas de détroits étroits contrôlés par des régimes instables non plus. Il y a la glace, certes, mais on a appris à composer avec elle. La Chine l'a compris la première. Pékin a officiellement intégré la route maritime du Nord dans son initiative Nouvelle route de la soie, sous l'appellation Route de la soie polaire. Les porte-conteneurs et pétroliers chinois empruntent déjà régulièrement cet itinéraire. Pour la deuxième économie mondiale, chaque jour gagné représente des milliards de dollars. L'Europe observe. La France
malgré tous ses différends politiques avec la Russie, ne peut ignorer les chiffres. Total Energies, le géant énergétique français, investit massivement dans des projets de production de GNL dans l'Arctique russe. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit de milliards, le pragmatisme l'emporte sur la politique. L'Allemagne, dont l'économie repose sur l'exportation, voit dans la route maritime du Nord une clé potentielle vers les marchés asiatiques. La Corée du Sud et le Japon, première puissance de construction navale, conçoivent déjà des navires spéciaux de classe glace pour opérer sur cette route. La géographie, c'est le destin. Et la géographie de la route maritime du Nord en fait le pont le plus court entre l'Europe industrielle et l'Asie dynamique. Une seule question demeure. Comment traverser la glace? C'est ici que commence la véritable histoire. Parce que la route maritime du Nord n'est pas qu'une voie maritime. C'est un défi technologique que seul un pays au monde peut relever. La glace. La banquise arctique épaisse de 3 mètres, des crêtes de pression hautes, comme un immeuble de 3 étages, des températures de moins 40 degrés, la nuit polaire durant des mois. Ce n'est pas la Méditerranée. C'est l'un des endroits les plus hostiles de la planète. Pour traverser de telles conditions, il ne faut pas des navires. Il faut des monstres, des forteresses flottantes, des machines capables de briser la glace comme du carton. Et ces machines, seule la Russie les possède. Les brise-glaces nucléaires. Prenons la mesure de ces mots. Ce sont des navires équipés de réacteurs nucléaires à bord. Autonomie de plusieurs années. Puissance de dizaines de milliers de chevaux. Capacité de franchir 3 mètres de glace en continu. Les États-Unis ne possèdent aucun brise-glace nucléaire. La Chine non plus. L'Europe non plus. La Russie en possède toute une flotte, en constante expansion. Le navire amiral de cette flotte, le brise-glace 50 Let Pobedi. 50 ans de la victoire. Un géant nucléaire de 25 000 tonnes de déplacement. 2 réacteurs. 75 000 chevaux. Capable de briser une glace de 2,5 mètres à 3 nœuds. Son étrave est spécialement conçue pour monter sur le champ de glace et le briser par son poids. Imaginez, un navire pesant autant qu'une petite ville grimpe sur la glace et l'écrase comme une coquille d'œuf. Mais c'est la génération précédente. L'avenir, c'est le projet 2220, la série Arctica. Arctica, Sibir, Oural, Yakoutia, Tchoukotka. Ces noms, le monde entier va bientôt les connaître. Ce sont des brise-glaces nucléaires universelles de nouvelle génération. Particularité unique. Construction à tirant d'eau variable. Ils peuvent modifier leur tirant d'eau de 10 mètres et demi à 8 mètres. Pourquoi? Pour opérer aussi bien en haute mer que dans les estuaires peu profonds des fleuves sibériens. Un seul navire, 2 brise-glaces en un. La puissance? 60 mégawatts. Plus que certaines centrales électriques urbaines. Capacité de franchissement de glace de près de 3 mètres. Autonomie en combustible de 7 ans. 7 ans sans ravitaillement. À bord, l'installation réacteur RITM 200. Le RITM 200 est un chef-d'œuvre de l'ingénierie nucléaire russe. Réacteur de type intégré avec sécurité maximale. Tous les éléments du cœur sont logés dans une enceinte unique. Système de sécurité passive qui fonctionne même en cas de panne totale d'électricité. Compact, puissant, fiable. Une technologie que personne d'autre au monde ne possède. L'équipage de ces brise-glaces compte 74 personnes. À bord, salle de sport, sauna, piscine, cinéma. Ce n'est pas qu'un navire. C'est une ville flottante capable de vivre en Arctique pendant des mois. Mais la Russie ne s'arrête pas là. En développement, le projet LEADER. Projet 22-20, LK 120, Yaka. Ce sera le brise-glace le plus grand et le plus puissant de l'histoire humaine. Longueur, 209 mètres. Largeur, 47 mètres. Déplacement, 71 000 tonnes. Plus que certains porte-avions. Puissance, 120 mégawatts. 2 réacteurs de nouvelle génération. Capacité de franchissement, plus de 4 mètres de glace. 4 mètres de glace,
une épaisseur qui bloquerait définitivement n'importe quel autre navire au monde. Le leader passera comme un brise-glace sur de la glace printanière. Pourquoi une telle puissance? Parce que le climat change, mais l'Arctique reste l'Arctique. Parce que l'avenir du commerce exige une navigation toute l'année. Parce que celui qui contrôle la glace contrôle la route. Ces navires ne sont pas de simples moyens de transport. Ce sont des instruments d'influence géopolitique. Ce sont les clés qui ouvrent l'Arctique. Et ces clés, seule la Russie les possède. Mais les brise-glaces ne sont que la moitié de l'histoire. Parce que la route maritime du Nord n'est pas qu'une voie navigable. C'est tout un écosystème de ports, d'usines, de bases de ravitaillement et de systèmes de communication construits dans des conditions où construire est impossible. Le pergélisol. Des températures descendant sous les -50 l'hiver. Absence de route. Nuit polaire. Essayez de construire ne serait-ce qu'un garage dans de telles conditions. La Russie, elle, a dû construire des villes entières et des complexes industriels. Sabeta. Un port sur la péninsule de Yamal, au-delà du cercle polaire. Il y a encore 15 ans, c'était le désert absolu. Toundra, glace, silence blanc. Aujourd'hui s'y dresse l'un des ports les plus modernes au monde et une usine de production de gaz naturel liquéfié. Yamal GNL n'est pas qu'une usine. C'est un triomphe de l'ingénierie. 3 lignes technologiques, d'une capacité de 5,5 millions de tonnes de GNL par an chacune. Capacité totale, 16,5 millions de tonnes. C'est la 4e plus grande usine de GNL au monde, construite dans un endroit où, selon toute logique, rien ne devrait pouvoir être construit. Comment ont-ils fait? Technologie modulaire. D'énormes modules pesant jusqu'à 8 000 tonnes ont été construits en Chine, en Corée du Sud et en Russie. Puis, ils ont été acheminés par mer et installés sur des plateformes gravitaires directement sur le pergélisol. Chaque module est un fragment d'usine prêt à l'emploi avec tuyauterie, équipement, système de contrôle. Le port de Sabeta peut accueillir des méthaniers de classe glace toute l'année. 17 postes d'amarrage. Profondeur du bassin allant jusqu'à 15 mètres. La saison de navigation, grâce aux brise-glaces, s'étend pratiquement sur toute l'année. Depuis Sabeta, les méthaniers partent dans 2 directions, à l'est vers l'Asie, à l'ouest vers l'Europe. Auparavant, l'itinéraire Yamal-Europe, via Suez, prenait plus d'1 mois. Par la route maritime du Nord, 2 semaines et demie. Dixon, village au nord du kraï de Krasnoïarsk. Autrefois le plus grand port de la route maritime du Nord à l'époque soviétique. Puis, le déclin. Maintenant, la Renaissance. Les quais se modernisent. L'infrastructure se rétablit. Dixon redevient un point d'appui sur la route maritime du Nord. Mais les ports ne sont qu'un début. Pour assurer la navigation sécurisée des navires, il faut des communications, de la navigation, des infrastructures de sauvetage. Le système satellitaire Arctica-M. Ce sont des satellites spécialisés sur orbite fortement elliptique, assurant communication permanente et surveillance météorologique en Arctique. Les satellites géostationnaires classiques ne couvrent pas les latitudes polaires. Arctica-M résout ce problème. Les navires sur la route maritime du Nord restent en communication permanente. Les données sur l'état des glaces sont transmises en temps réel. Les bases militaires. Le trèfle arctique sur l'île de terre Alexandra. Le trèfle du Nord sur l'île Kotelny. Ce ne sont pas que des installations militaires. Ce sont des garants de sécurité. En Arctique, il n'existe pas de garde-côte au sens habituel. Les distances sont trop vastes. Mais il y a des bases d'où peut décoller un hélicoptère ou un avion pour secourir un équipage en détresse. Il y a des radars suivant le mouvement de tous les navires. Il y a des forces prêtes à porter assistance. Pour le public occidental, ces bases sont souvent présentées comme une militarisation de l'Arctique. Mais regardons les faits. Sans infrastructure de sécurité, aucune compagnie d'assurance n'assurera les navires sur la route maritime du Nord. Sans garantie de secours, aucun armateur n'enverra son navire au-delà du cercle polaire. La Russie a créé ce que personne d'autre ne possède. Un système complet d'appui à la navigation
dans les conditions les plus extrêmes de la planète. Stations météorologiques, aérodromes, dépôts de carburant, docks de réparation, tout cela a été construit ces 15 dernières années. Investissement, des dizaines de milliards de dollars. C'est un pari sur l'avenir. Et ce pari commence à porter ses fruits. La Russie a encore un autre allié, inattendu, controversé, mais indéniablement puissant. Cet allié, c'est le changement climatique. L'Arctique se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète. La banquise fond. La surface couverte de glace diminue chaque année. Ce qui était encore fermé par les glaces toute l'année il y a 30 ans est aujourd'hui libre de glace 3 à 4 mois par an. Et dans 20 ans, selon les prévisions scientifiques, la navigation pourrait devenir possible toute l'année. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la planète. Mais c'est une réalité avec laquelle il faut composer. Et la Russie exploite cette réalité avec une efficacité maximale. Dans les années 90, 1 à 4 millions de tonnes de marchandises transitaient par la route maritime du Nord chaque année. En 2010, environ 1 million. Un déclin causé par l'effondrement de l'URSS. Mais regardez les chiffres récents. 2020, 33 millions de tonnes. 2022, 34 millions de tonnes. Une multiplication par 30 en une décennie. Et ce n'est qu'un début. Le gouvernement russe s'est fixé pour objectif 80 millions de tonnes d'ici 2024, 150 millions d'ici 2030. C'est ambitieux. Mais l'infrastructure pour y parvenir se construit en ce moment même. Le basculement géopolitique est déjà en cours. La carte des routes commerciales mondiales, inchangée depuis des siècles, commence à se redessiner. Le centre de gravité du commerce mondial se déplace vers le nord. Et cela provoque une nervosité chez ceux qui ont l'habitude de contrôler les routes méridionales. Les États-Unis observent le développement de la route maritime du Nord avec une inquiétude croissante. L'Amérique possède l'Alaska. Elle a un accès à l'Arctique. Mais les États-Unis n'ont que 2 brise-glaces, tous deux diesel et obsolètes. Le Congrès discute depuis plusieurs années d'un programme de construction de nouveaux brise-glaces. Le budget est alloué, mais la construction prendra des années, voire des décennies. Les technologies des brise-glaces nucléaires, les États-Unis ne les ont tout simplement pas. Il faut les créer de zéro. L'OTAN manifeste également son intérêt. Norvège, Danemark, via le Groenland, Canada, tous possèdent des territoires arctiques. Tous veulent avoir leur mot à dire sur les questions de navigation arctique. Mais voilà le problème. La route maritime du Nord traverse les eaux intérieures russes. C'est un point juridique crucial. La Russie ne considère pas la route maritime du Nord comme un détroit international semblable à Malacca ou Gibraltar, où s'applique le droit de passage inoffensif. La Russie considère les eaux de la route maritime du Nord comme ses eaux territoriales sur la base de l'usage historique et des particularités géographiques. Le droit international reste ambigu sur ce point, mais dans les faits, les règles sont établies par celui qui possède l'infrastructure et les capacités. Et c'est la Russie. Cela signifie tout navire souhaitant emprunter la route maritime du Nord doit obtenir l'autorisation des autorités russes, doit payer l'escorte par brise-glace russe, doit respecter les exigences environnementales et de navigation russes. Pour les pays occidentaux habitués à la liberté de navigation, c'est inhabituel. Mais c'est la réalité. Vous voulez réduire d'un tiers le trajet entre l'Europe et l'Asie? Pas de problème. Mais vous jouerez selon les règles russes. La Chine l'a compris et accepté. Pékin ne conteste pas la souveraineté. Elle investit dans l'infrastructure. Projet conjoint de GNL, commande de construction de brise-glace et de navires de classe glace, rotation de fret régulière. Le pragmatisme à l'état pur. L'Europe devra elle aussi faire un choix. On peut continuer à parler de différents politiques. On peut imposer des sanctions. Mais quand votre concurrent de Shanghai reçoit ses marchandises à Hambourg 2 semaines plus vite et pour des millions de moins, la politique commence à céder la place à l'économie. La route maritime du Nord change la logique même de la géopolitique. Pendant des siècles, le contrôle des mers chaudes et des détroits étroits a déterminé la domination mondiale. L'Empire britannique contrôlait Suez et Gibraltar. Les États-Unis, le canal de Panama. Aujourd'hui apparaît un nouveau joueur, une nouvelle route. Et c'est la Russie qui la contrôle. Revenons au début. Le porte-conteneurs Ever Given, coincé dans le canal de Suez.
6 jours de chaos, des milliards de pertes, la fragilité d'un système bâti sur des goulets d'étranglement et des points de défaillance uniques. Le canal de Suez a été percé en 1869, il y a 156 ans. C'est un triomphe de l'ingénierie du 19e siècle. Il fonctionne toujours, reste important. Mais le monde a changé. Les volumes commerciaux ont été multipliés par 100. La taille des navires a augmenté jusqu'à des limites que les ingénieurs égyptiens ne pouvaient même pas imaginer. Suez est constamment élargi, approfondi, modernisé. Mais il a des limites physiques. On ne peut l'élargir indéfiniment. Il restera à jamais un goulet d'étranglement. La route maritime du Nord, c'est le 21e siècle. C'est un itinéraire qui utilise non pas un canal artificiel, mais l'océan. Oui, recouvert de glace. Mais la technologie peut venir à bout de la glace. Et cette technologie, la Russie la possède. Le monde change plus vite que nous ne pouvons le réaliser. Il y a encore 20 ans, l'idée de rotations commerciales régulières à travers l'Arctique semblait relever de la science-fiction. Aujourd'hui, des méthaniers de GNL, des porte-conteneurs, des vraquiers transportant du minerai empruntent la route maritime du Nord. Demain, ce flux deviendra un fleuve. Après-demain, un océan. La Russie ne demande pas la permission. Elle crée des faits. Construit des brise-glaces, des ports, des usines. Trace des routes, établit les règles. Établit, et le monde, habitué à ce que la Russie ne soit que pétrole et gaz, découvre soudain. La Russie, c'est aussi la clé de nouvelles routes commerciales. France, Allemagne, Italie, Japon, Corée du Sud, tous regardent vers l'Arctique. Certains avec espoir, d'autres avec appréhension, d'autres encore avec envie. Mais tous comprennent. Ignorer la route maritime du Nord est impossible. Parce que le commerce mondial est pragmatique. L'argent ne connaît pas la politique. L'argent cherche le chemin le plus court, le moins cher, le plus rapide. Et ce chemin passe désormais par l'Arctique russe. On peut discuter politique. On peut débattre sanctions et contradictions. Mais la géographie ne ment pas. Les mathématiques ne mentent pas. Le chemin le plus court entre l'Europe et l'Asie passe par le Nord. Et le Nord, c'est la Russie qui le contrôle. Pas parce qu'elle est agressive, pas parce qu'elle veut dominer, mais parce qu'elle est le seul pays à avoir créé, en plusieurs décennies, les technologies et l'infrastructure permettant d'opérer dans des conditions où personne d'autre ne peut travailler. Les brise-glaces nucléaires ne sont pas que des navires. Ce sont des symboles de souveraineté technologique. La démonstration qu'à une époque où tout le monde parle d'égalité des chances, les véritables capacités restent entre les mains de ceux qui investissent dans des projets complexes, de long terme, coûteux. Les États-Unis construisent des porte-avions. La Chine construit des usines. La Russie construit des brise-glaces. Et ce sont précisément les brise-glaces qui se sont révélées être la clé de l'avenir. Dans 20 ans, les étudiants étudieront l'histoire de la route maritime du Nord comme exemple de la façon dont l'infrastructure transforme la géopolitique. Comment un pays que beaucoup avaient radié a réécrit les règles du commerce mondial. Comment géographie, climat et technologie ont convergé en un point unique pour ouvrir une nouvelle ère. Le canal de Suez demeurera. Il restera important, mais il ne sera plus le seul. Le monopole est brisé. L'alternative existe. Et chaque année, cette alternative devient plus réelle, plus accessible, plus attractive. Pendant que le monde débat, la Russie agit. Pendant que d'autres discutent, la Russie construit. Pendant que les concurrents doutent, la Russie trace la voie sur laquelle bientôt le monde entier s'engagera. Glacée, froide, rigoureuse, mais la plus courte. Et c'est tout ce qui compte. La route maritime du Nord n'est pas qu'un itinéraire. C'est une nouvelle réalité. Et cette réalité parle russe.